il y a des individus qui marchent parmi nous, apparaissant comme des amis, des mentors ou même des âmes sœurs. Et pourtant, leur présence laisse un poison subtil dans la psyché. Vous pourriez vous sentir vidé de votre substance, tourmenté par une anxiété sourde qu'aucun sommeil ne peut apaiser. Ce profond malaise n'est pas un symptôme de votre propre faiblesse, mais plutôt l'indication que vous avez rencontré une dynamique fondamentale et souvent dangereuse de l'esprit humain. Au cours de mes décennies passées à cartographier les vastes et complexes paysages de la psyché, j'ai fini par comprendre que tous les démons ne sont pas des figures mythologiques des enfers. Certains des démons les plus puissants sont les vies non vécues des êtres humains, les vastes espaces vides en eux qui ont faim de l'énergie psychique des autres. Ce sont des individus possédés par leur propre ombre, porteurs d'une destruction silencieuse qu'ils n'ont souvent même pas conscience de manier. Si vous ne parvenez pas à reconnaître les schémas subtils et insidieux de leur influence, vous risquez de perdre bien plus que votre tranquillité d'esprit. Vous risquez de perdre la connexion vitale à votre soi le plus profond, le noyau authentique de votre être, qui est le but même du voyage de votre vie. Au cours de notre exploration commune, je vous guiderai à travers 5 signes psychologiques puissants qui révèlent lorsque vous êtes en présence d'un tel individu. Un vampire psychique, si vous voulez. Ces marqueurs ne sont pas nés de la superstition, mais d'une vie d'observation clinique et d'une profonde compréhension des mécanismes de la psyché. Comment l'énergie psychique, que j'appelle la libido, est échangée, déformée et finalement volée. Nous parcourons ces signes, apprenant à voir comment ces personnes déforment inconsciemment votre perception de la réalité, comment elles transforment vos plus grandes vertus en armes contre vous, et comment elles prospèrent sur l'érosion lente et méthodique de votre clarté. Plus important encore, vous apprendrez à reconnaître ces schémas très tôt, avant que leurs racines ne puissent s'enfoncer trop profondément dans le sol de votre propre esprit. Le plus grand œuvre que quiconque puisse entreprendre est le processus d'individuation, de devenir entier. Ce voyage sacré exige un discernement féroce et sans compromis. Pour marcher dans la lumière de la conscience, vous devez d'abord être prêt à comprendre la nature de l'ombre, surtout lorsqu'elle porte un visage humain. Ce que je m'apprête à partager pourrait donner un nom à des sentiments profonds que vous portez depuis des années, validant des instincts profonds que l'on vous a peu être appris à rejeter ou à ignorer. Il ne s'agit pas d'instiller la peur, il s'agit de cultiver une conscience profonde et protectrice. Il existe une forme particulière d'épuisement qui s'installe non pas dans les muscles, mais au plus profond de l'âme. C'est une lassitude psychique qu'aucune quantité de repos physique ne peut soulager. Elle s'abat souvent après une conversation ou une rencontre qui, en surface, semblait tout à fait ordinaire. La pièce devient silencieuse, mais votre esprit se transforme en une tempête chaotique de pensées rapides, d'émotions lourdes et d'un sentiment désorientant de confusion intérieure. Ce n'est pas la simple fatigue qui suit une journée de labeur honnête. C'est le signe distinct d'une hémorragie psychique, une fuite dans le champ de votre force vitale. Les anciens comprenaient cette énergie, et en psychologie, nous la comprenons comme le courant même de la vie. C'est la libido, le carburant psychique de nos pensées, de notre créativité, de nos passions et de notre volonté de vivre. Une psyché saine et intégrée sait comment générer cette énergie par un engagement significatif avec la vie, comment la contenir et comment la diriger consciemment vers la croissance et le sens. Mais il existe des individus dont les propres puits intérieurs sont taris depuis longtemps. Ils sont souvent profondément déconnectés de la source de leur propre être et survivent donc non pas en créant leur propre énergie psychique, mais en la siphonnant inconsciemment de leur entourage. Cela ne se fait pas par la violence physique,
mais par un schéma persistant de perturbations psychologiques subtiles et répétées. Ce sont des maîtres de la perturbation silencieuse, capables de sourire tout en tirant méthodiquement sur les fils de votre concentration. Ils parlent souvent en cercles déroutants, transformant des vérités simples en un épais brouillard de doutes et d'ambiguïté. Vous quittez systématiquement leur présence en vous sentant moins vous-même, moins clair, moins certain, moins vibrant, tandis qu'eux, en retour, semblent souvent étrangement énergisés, momentanément remplis par l'échange. Ce n'est pas un hasard. Ils sont, au sens psychologique, dépendants des réactions émotionnelles des autres. Votre attention est leur nourriture, et ils emploieront inconsciemment toute tactique nécessaire pour la maintenir fixée sur eux. La simple louange ne les satisfait pas, ni le conflit direct et honnête. Ce qui nourrit vraiment leur vide intérieure, c'est votre état de tourmente intérieure, votre confusion, votre culpabilité, votre rumination mentale incessante. Tout cela est une forme puissante d'énergie psychique et ils sont maîtres dans l'art de vous l'extraire sans jamais poser la main sur vous. Un patient m'a un jour demandé comment il pouvait savoir avec certitude si un proche le drainait de cette manière. Je lui ai suggéré un simple exercice d'auto-observation. Après votre prochaine conversation, allez vous asseoir seul, dans un silence complet. Portez une attention particulière aux signaux de votre propre corps. Si votre respiration est courte, si votre poitrine est oppressée et contractée, si votre esprit refuse de se calmer et tourne en boucles agitées, vous pouvez être certain que ce qui a eu lieu n'était pas un véritable échange humain. C'était une extraction inconsciente. Vous devez apprendre à devenir le gardien vigilant de votre propre espace intérieur. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de chercher à atteindre votre énergie, mais vous pouvez, par le pouvoir de la conscience, cesser de la donner inconsciemment. La toute première étape consiste simplement à remarquer le brouillard, car une fois que vous aurez retrouvé votre clarté, cette clarté même deviendra votre plus formidable protection. Tout ce qui est toxique dans ce monde n'a pas un goût amer. Certains des poisons les plus puissants sont administrés avec un sourire, enveloppé dans le déguisement réconfortant de la familiarité et de la chaleur. L'une des leçons les plus cruciales pour comprendre la psyché humaine est la nécessité de regarder au-delà de la surface, au-delà du masque social cultivé, que j'appelle la persona. Le monde est une grande scène sur laquelle nous portons tous notre persona. Pour un individu sain, la persona est une interface fonctionnelle et nécessaire avec la société. Un masque flexible qui permet une interaction sociale fluide sans révéler tout le contenu de son âme. Le danger survient lorsque la persona d'un individu n'est pas un pont vers le monde, mais un mur lourdement fortifié, complètement détaché de son véritable moi intérieur et utilisé comme principal outil de manipulation. Le prédateur psychique révèle rarement sa vraie nature ouvertement. Il opère à travers un charme désarmant, une synchronisation impeccable, une précision calculée conçue pour contourner vos défenses naturelles. Il apprend à parler votre langue, à refléter vos valeurs les plus chères, à offrir une oreille attentive et une épaule de soutien, mais souvent seulement lorsqu'il y a un public pour témoigner de sa prétendue bienveillance. Il étudie les rythmes de votre cœur et de votre esprit, non pas pour établir une connexion authentique, mais pour utiliser ces rythmes afin de vous attirer dans sa propre orbite chaotique et inconsciente. C'est précisément pourquoi le développement du calme intérieur n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité fondamentale pour la survie psychologique. Pour voir à travers une illusion magistralement construite, il faut un esprit calme et discipliné. Vous devez devenir suffisamment immobile intérieurement pour sentir la dissonance subtile entre les paroles d'une personne et sa véritable signature énergétique, pour sentir la profonde différence
entre la sincérité authentique et une stratégie bien rodée. Les plus dangereux de ces individus discuteront rarement directement avec vous. Au lieu de cela, ils vous loueront, vous flatteront et créeront un sentiment intense d'être unique et compris. Mais si vous les observez sur une période suffisamment longue, un schéma crucial et révélateur émergera inévitablement. Leur gentillesse est hautement sélective et profondément calculée. La véritable mesure du caractère d'une personne ne se révèle pas dans la façon dont elle traite ses égaux ou ses supérieurs, mais dans la façon dont elle traite ceux qui n'ont aucun pouvoir sur elle, ceux dont elle n'a rien à gagner. Observez-les interagir avec les animaux, avec le personnel de service, avec les personnes âgées, avec quiconque ne peut faire avancer leur agenda personnel. C'est dans ces moments non gardés et apparemment insignifiants que la vérité de leur caractère finit inévitablement par transparaître. Montre-t-il la même chaleur et le même respect, ou le masque de la compassion tombe de thé, dès que la personne en face d'eux n'est plus d'aucune utilité. La relation fondamentale d'une personne avec les impuissants révèle le véritable état de son âme. Ce ne sont pas ses paroles éloquentes ou sa posture confiante, mais ses réactions instinctives et non filtrées qui racontent la véritable histoire. Au sens le plus profond, la véritable force psychologique est toujours intégrée à l'humilité. Elle s'incline devant la dignité inhérente de toute vie. Elle n'a jamais besoin de diminuer le petit pour se sentir grand. L'individu qui a un besoin compulsif de rabaisser les autres, de manipuler l'innocence ou de dominer les silencieux et les doux n'est pas fort. Il est profondément creux et il utilise sa performance de force comme un bouclier désespéré pour cacher ce terrifiant vide intérieur à lui-même et au monde. Pour devenir le maître de votre propre vie, vous devez d'abord maîtriser votre propre perception, car une fois que vous apprenez à voir à travers l'illusion de la persona, le danger n'est plus caché. Et une fois qu'il n'est plus caché, il perd son pouvoir insidieux de vous contrôler. Il existe une forme silencieuse de dommage psychologique qui ne vous brise pas d'un seul coup violent. Au lieu de cela, elle vous ploie, lentement et doucement, si doucement que vous ne remarquez peu, être même pas la distorsion jusqu'à ce que vos propres fondations psychiques aient commencé à se fissurer de manière irrévocable. Ce processus insidieux commence souvent en ciblant vos plus grandes forces, votre capacité à faire confiance, votre profond puits de compassion, votre loyauté inébranlable. Vous ouvrez votre cœur. Vous offrez une patience qui semble sans limite. Vous donnez de votre temps et de votre énergie sans rien exiger en retour. Au début, cela semble juste et naturel, une noble expression de votre caractère. Mais pour certains individus, votre bonté n'est pas perçue comme un don sacré à honorer et à rendre. Elle est vue comme une ressource à exploiter, un outil à utiliser pour leur propre fin. Ils étudient votre constance, votre loyauté inébranlable, votre capacité de pardon, non pas pour admirer ces qualités, mais pour apprendre à mieux les manipuler. Votre discipline devient leur filet de sécurité. Votre pardon devient leur licence perpétuelle pour continuer leur comportement nuisible. Votre paix intérieure devient leur refuge, un havre de paix où ils peuvent s'abriter des tempêtes de leur propre chaos interne, vous laissant supporter le poids de la tempête. Ils n'ont pas besoin de crier ou de frapper. Ils continuent simplement de prendre petit à petit, avec la force implacable et patiente de l'eau, s'infiltrant lentement dans les fondations d'une maison. Ce n'est pas un seul acte de force, mais la pression cumulative du temps et de leur profond sentiment de droit. Bientôt, ce qui avait autrefois une forme forte et définie en vous, vos limites, votre respect de vous-même, votre sens même de votre identité, commence à s'adoucir, à enfler,
finalement, à se fissurer de l'intérieur. Vous commencez à vous demander pourquoi votre centre semble si instable, pourquoi votre respiration est si souvent oppressée dans votre poitrine, pourquoi la force qui vous définissait autrefois ne vous semble plus appartenir. C'est l'érosion lente, non pas de votre caractère lui-même, mais de la conscience qui est censée le protéger. Un principe fondamental de la santé psychologique est que nos vertus doivent être guidées par la conscience. La discipline doit servir la vérité, non permettre la tromperie. La loyauté doit être accordée à ceux qui l'honorent, non à ceux qui l'exploitent. La bonté, pour être une véritable vertu, doit être associée à la sagesse. Sinon, ces nobles qualités deviennent des armes entre de mauvaises mains, retournées avec un effet dévastateur contre leurs propres propriétaires. L'esprit doit rester éveillé, même lorsque le cœur reste ouvert. Votre conscience est le bouclier. C'est la faculté qui vous permet de sentir les tout premiers signes de cette décomposition interne, non pas quand les choses finissent par se briser, mais quand elles commencent à peine à dériver. Vous remarquez quand votre « oui » devient trop automatique, quand votre silence n'est plus synonyme de paix mais d'évitement, quand votre force commence à ressembler moins à de l'intégrité qu'à de la soumission. À cet instant de clairvoyance, votre conscience devient votre épée. C'est avec cette clarté renouvelée que l'érosion s'arrête. Car personne ne peut tordre les parties de vous que vous refusez consciemment d'abandonner. Certaines guerres ne se livrent pas sur des champs de bataille avec une agression manifeste. Elles se déroulent dans les paysages silencieux et invisibles de l'esprit, dans les espaces entre les mots où le doute est semé et cultivé sans relâche. Le prédateur psychologique ne cherche pas toujours à infliger des dommages physiques. Son but plus profond, souvent inconscient, est de coloniser votre psyché, de prendre possession de la façon dont vous voyez, dont vous pensez et dont vous ressentez. Il cherche à s'asseoir au centre de contrôle de votre esprit et à réarranger les meubles jusqu'à ce que la pièce ne soit plus reconnaissable comme la vôtre. Lentement, pièce par pièce, vous cessez de faire confiance à votre propre mémoire. Vous commencez à remettre en question vos instincts, ces sentiments primaires et non rationnels qui vous servaient autrefois de boussole la plus fiable au monde. Vous commencez à douter de ce que vous savez, au plus profond de vos os, être réel. Ce n'est pas un événement fortuit. C'est une stratégie de domination psychique très efficace, bien que souvent inconsciente. C'est un processus que l'on nomme aujourd'hui gaslighting, et c'est l'une des formes de contrôle les plus anciennes et les plus insidieuses. S'ils parviennent à déformer votre clarté, ils n'ont nul besoin de contrôler directement vos actions. Vous commencerez à vous contrôler vous-même, poliquant inconsciemment vos propres pensées et émotions pour les aligner sur leur version déformée de la réalité. Dans le grand voyage pour devenir un individu conscient, la clarté n'est pas un luxe optionnel. Elle est la source même de votre pouvoir psychologique et de votre survie spirituelle. Sans un esprit clair, vous ne pouvez pas naviguer dans les immenses complexités de la vie. Vous perdez la capacité cruciale de savoir quand agir et quand rester immobile, quand dire votre vérité et quand vous retirer en silence. Lorsque quelqu'un est autorisé à obscurcir votre vision intérieure assez longtemps, vous perdez la capacité fondamentale de naviguer dans votre propre vie. Ceci est souvent accompli par ce que j'appelle la projection de l'ombre. L'ombre est la partie de la psyché qui contient tout ce que nous refoulons et nions à propos de nous-mêmes. Nos insécurités, notre avidité, notre irrationalité. L'individu inconscient ne traite pas sa propre ombre, il la projette sur les autres. Ils vous accuseront des choses même dont ils sont coupables. Ils insisteront sur le fait que des événements dont vous vous souvenez clairement ne se sont jamais produits. Ils vous diront que vous êtes trop sensible ou que vous avez mal compris leurs intentions
alors qu'en fait, ils projettent sur vous leurs propres instabilités émotionnelles et leurs motivations confuses. Ils le font non pas parce qu'ils croient à leurs propres inventions, mais parce que leur survie psychique dépend du fait que vous y croyez. La partie la plus dangereuse de ce processus est que vous finissez par intérioriser leurs projections. Vous commencez à vous faire douter de votre propre réalité. Vous rejouez des moments dans votre esprit, cherchant sans fin votre propre faute. Vous commencez à baisser la voix, à vous faire plus petit, à vous excuser pour des choses que vous n'avez jamais faites. C'est ainsi qu'une âme vibrante devient un fantôme, respirant encore mais n'habitant plus vraiment sa propre vie. Mais cette clarté, une fois perdue, peut toujours être retrouvée. Le chemin du retour passe par le calme. Lorsque vous vous éloignez de la source de la distorsion et que vous vous asseyez avec votre propre souffle, revenant au rythme naturel de votre propre être, le sortilège commence à se briser. Dans le silence, la vérité remonte doucement à la surface. Vous vous souvenez de ce que vous avez vu, vous validez ce que vous avez ressenti. Vous cessez de chercher à l'extérieur de vous la permission de croire votre propre esprit. Et lorsque cela se produit, lorsque votre clarté revient comme le soleil perçant un épais brouillard, toute l'illusion qu'ils ont construite autour de vous s'effondre en poussière, car leurs projections n'ont de pouvoir que tant que vous êtes prêt à abandonner votre propre vision. Au moment où vous la revendiquez, ils ne peuvent plus atteindre votre noyau. Il y a certains individus qui ne sourcillent pas en présence de votre douleur. Ils la regardent, ils l'observent, et quelque part, au fond de leur extérieur calme et maîtrisé, une subtile satisfaction s'installe en eux. C'est un changement silencieux, presque imperceptible dans leur énergie. Mais il est indéniablement là. Votre tristesse semble les rendre plus puissants. Votre confusion semble les rendre plus sages. Vos moments d'effondrement et de désespoir leur apportent une sorte de réconfort étrange et troublant, car cela confirme une croyance secrète et chérie qu'ils nourrissent au plus profond de leur psyché, qu'ils sont en quelque sorte supérieurs et que votre souffrance est soit méritée, soit, à tout le moins, utile au maintien de leur fragile sentiment d'identité. Ce n'est pas de la simple cruauté telle qu'on pourrait l'imaginer. C'est une forme de symbiose psychologique négative. Ce type de personnalité ne vous poursuit pas activement pour vous infliger du mal. Au lieu de cela, il attend patiemment. Il ne prospère pas en créant le chaos lui-même, mais sur la récolte émotionnelle qui provient du chaos dans votre vie. Plus vous vous effondrez, plus leur ego fragmenté est étayé et nourri par votre état diminué. Dans une psyché saine et bien développée, la compassion n'est pas une faiblesse. C'est la plus haute forme de discipline émotionnelle et spirituelle. Un individu véritablement intégré ressent la douleur des autres, non pas comme une opportunité de supériorité, mais comme un appel à la présence, à l'empathie et à la connexion. Quand une personne grimace à la blessure d'autrui, c'est parce qu'elle est en contact avec le souvenir de la sienne. Elle reconnaît la condition humaine partagée. Mais quand les yeux de quelqu'un s'adoucissent d'un calme placide, alors que vous êtes en plein désespoir, ou quand un sourire subtil, presque imperceptible, effleure ses lèvres face à votre malheur, vous n'êtes pas témoin de la compassion. Vous êtes témoin d'une faim psychique profonde. Ces individus ne vous attaquent pas toujours directement. Parfois, ils s'assoient très près, offrant juste assez de réconfort pour vous maintenir dépendant, pour vous garder près d'eux. Ils ne le font pas parce qu'ils se soucient réellement de votre bien-être, mais parce que votre douleur vous maintient petit et gérable. Et tant que vous restez petit, ayant besoin de leur force, ils n'ont pas à affronter le vide vaste et terrifiant qui réside en eux-mêmes. Une vieille vérité psychologique affirme que certains prédateurs ne frappent pas. Ils étudient, ils écoutent attentivement, mais leur cœur reste froid. Leur immobilité n'est pas celle de la paix,
c'est celle du calcul et du contrôle. Il existe un moyen simple, mais profondément révélateur, de voir cette vérité par vous-même. La prochaine fois que vous serez en leur présence, parlez d'une joie authentique. Partagez un succès récent, un moment de profonde guérison ou un nouveau sentiment de confiance personnelle. Puis, observez leurs réactions très attentivement. Si votre guérison les rend distants ou dédaigneux, si votre confiance les irrite, si la lumière de votre bonheur les fait physiquement se déplacer et détourner le regard, vous avez vu directement au cœur de leur ombre. Et une fois que vous l'avez vraiment vu, vous ne pouvez plus jamais l'ignorer. Le grand œuvre de la connaissance de soi vous apprend à protéger votre énergie vitale, non seulement de l'agression manifeste, mais aussi des mains silencieuses et souriantes qui vous drainent. Car atteindre la paix intérieure ne consiste pas seulement à éliminer le bruit de votre vie. Il s'agit d'éliminer ceux qui se réjouissent silencieusement de votre souffrance.